Je vais vous parler aujourd'hui des enjeux épistémologiques et éthiques de la médecine personnalisée. La médecine peut être conçue comme une science, comme une organisation du social ou comme une activité clinique et de soins. Lorsqu'on étudie la médecine de façon méta, c'est-à-dire lorsqu'on fait de la philosophie de la médecine, on peut ainsi étudier la médecine comme une science. Il s'agit alors d'intégrer la linguistique, la philosophie de l'esprit, la philosophie analytique ou une philosophie des neurosciences ou de la biologie. Lorsqu'on analyse la médecine comme une organisation du social, on peut utiliser des concepts issus de l'identité, du langage, de la culture, des interactions sociales. Et enfin, lorsqu'on étudie la médecine comme une activité clinique, on peut, par exemple, utiliser la phénoménologie ou l'éthique. Dans cette présentation, on étudiera plutôt la médecine comme une science, en s'appuyant sur des concepts issus de philosophie des sciences. Alors lorsqu'on étudie la médecine comme une science, on va faire de la médecine un objet d'étude philosophique, ce qui nécessite d'étudier l'explication, la preuve, la causalité, la confirmation, l'induction, la dynamique scientifique, autant de concepts qui font partie de la philosophie des sciences, qui elle-même ne correspond pas aux études sur la science, ni à la sociologie des sciences. Une médecine personnalisée peut se définir comme la possibilité d'adapter finement les diagnostics et les thérapeutiques au profil, notamment moléculaire et génétique, des patients, grâce aux nouvelles technologies, à l'analyse des biomolécules et à la bioinformatique. Alors de quoi s'agit-il ? Depuis plus de 15 ans, on parle de médecine personnalisée. Elle est détaillée dans différentes institutions, agenda politique, dans des champs économiques, sociaux, à des niveaux très différents, étatiques, européens, internationaux. Les dénominations sont nombreuses, comme on va le voir par la suite. Stratifiée, précision, personnalisée, préventive, prédictive et participative, de la personne ou centrée sur le patient. Le terme même de médecine personnalisée est une dénomination contestée. Est-ce un pléonasme? Est-elle ambiguë, trompeuse? En fait, il y a une plurivocité du terme de personnalisation. Est-ce qu'on cible et on adapte le traitement dans le cas d'une médecine stratifiée de précision? Est-ce qu'on soigne la personne dans sa globalité dans le cas d'une médecine centrée sur le patient, holistique, empathique, systémique? Est-ce qu'on essaie de le responsabiliser ou est-ce qu'on libéralise la médecine dans le cadre d'un soi quantifié? Il y a des espoirs, il y a des promesses et puis il y a un côté entre guillemets business de la médecine personnalisée. Les espoirs, ils sont de 5 types. On a des innovations sur le versant technologique, parce qu'on a franchi des caps, on a franchi des seuils, on a franchi des limites technologiques. On comprend un peu mieux la complexité du vivant, les interactions notamment entre les éléments qu'il compose d'un point de vue scientifique. On a des possibilités thérapeutiques qui s'ouvrent au niveau des nouvelles thérapies qui sont proposées. Et puis un contexte plus large de mondialisation, d'échange de données, d'enjeux environnementaux sur un versant social et politique. Et enfin, il y a quand même un versant éthique avec notamment l'information, la méfiance qu'on peut avoir vis-à-vis de ce concept. Alors c'est vrai qu'il y a des espoirs autour de la médecine personnalisée. On voit ici la charge d'années de vie perdues sans incapacité en abscisse contre les nouvelles thérapeutiques qui sont disponibles dans différentes spécialités médicales. On voit par exemple que la psychiatrie montre une charge d'années de vie perdues très importante avec peu de molécules développées. En vérité, personnaliser le soin, ça n'a rien de nouveau. Il existait déjà des médecines humanistes depuis longtemps, il existe des approches centrées sur la personne, il existe un modèle biopsychosocial développé en 1977 et puis très récemment décrit par Bolton en 2020. Et puis, on peut se demander si finalement la médecine personnalisée ne serait pas juste une médecine humaniste qui en plus s'appuierait sur des technologies, la biologie et l'éthique. Cette opposition entre médecine humaniste et utilisation de précision, eh bien, elle a été discutée par Anne Fagot-Largeau. En 2013, elle disait « Une relation de proximité était attendue, mais en fait, il y a une exigence de numérisation des paramètres individuels, si bien que le patient n'est plus qu'un amas de chiffres. » En fait, paradoxalement, on aspirait à un contact plus personnel en tant que patient, on attendait une empathie du médecin, on ne retrouve plus. Et en fait, les malades croient que la médecine personnalisée comblera l'attente. En fait, c'est faux. Donc, Anne Fagot-Largeau prend position très fortement contre une médecine personnalisée qui serait réductionniste. Alors qu'en est-il? La médecine personnalisée est-elle une médecine humaniste, globale, essayant d'intégrer la personne telle qu'elle est dans son environnement, ou est-elle une médecine réductionniste qui cherche des cibles spécifiques? On voit que l'évolution du terme peut être assez parlante.
une médecine de précision, mais surtout une médecine personnalisée en 99, qui devient individualisée, et puis qui devient stratifiée et des 4P. On va discuter petit à petit ces différents termes. On s'aperçoit que le terme vague de médecine personnalisée a cherché à être remplacé. D'abord une médecine centrée sur la personne en tant que personne morale, éthique et juridique, qui doit être appréhendée avec empathie et sollicitude, écoute active. Et à côté de ça, une médecine centrée sur l'individu renvoyant aux statistiques et aux sujets sciences. Peut-être plus précisément, nous pourrions dire qu'une médecine personnalisée, c'est soit une approche centrée sur la personne, une médecine humaniste, soit une médecine qui est plus individualisée. Une médecine individualisée se déclinant elle-même en une médecine stratifiée ou de précision et une approche en réseau. Alors nous allons étudier ces différentes manières de concevoir la médecine plus individualisée. Médecine de précision, c'est finalement aller chercher des cibles particulières, mais on ne trouve jamais en médecine une unique cible, mais un ensemble de cibles qu'on pourrait appeler un endotype. Globalement, il ne s'agit pas uniquement de proposer un traitement personnalisé à un individu unique, mais de mesurer l'ensemble des caractéristiques d'un niveau d'analyse, un omic, pour déterminer des caractéristiques d'intérêt pour développer des thérapeutiques ciblées. On se base alors sur la génétique, les biomolécules, les sciences computationnelles, etc., et donc les innovations thérapeutiques. L'intégration de la recherche moléculaire et biologique avec les données cliniques de chaque patient, ça permettrait de développer une taxonomie moléculaire des maladies et donc trouver des endotypes et biomarqueurs. Alors quelles sont ces différentes échelles? On voit que les omics se répartissent en plusieurs analyses et en plusieurs niveaux du vivant. La génomique, l'épigénomique, la transcriptomique, les 3 niveaux des protéines, des lipides et des glucides, le métabolome, le microbiome, et puis on pourrait aussi citer le connectome, voire l'exposome. En tout cas, à côté d'une médecine de précision, on parle d'une médecine stratifiée. Il ne s'agit plus de trouver un ensemble de biomarqueurs dans le cadre d'un endotype, mais de s'adresser à un sous-groupe de la population. L'idée, c'est d'obtenir des sous-groupes de patients, c'est-à-dire associer un cluster de patients à un indicateur. Cet indicateur peut être diagnostique, pronostic, prédictif, mais globalement, il s'adresse à une strate. Une strate, on peut aussi appeler ça un phénotype. Un phénotype est finalement un sous-groupe de patients qui permet de mettre en place une prévention, une thérapeutique optimisée, et donc qui adapte les caractéristiques spécifiques d'un sous-groupe à un traitement ou à une évolution diagnostique, pronostic et au suivi. On abandonne dans ce sens des traitements qui sont taille unique. On s'aperçoit ainsi qu'on peut opposer une médecine stratifiée d'une médecine de précision. Bien sûr, la séparation n'est pas nette. Faire de la médecine stratifiée, c'est faire des sous-groupes. Faire de la médecine de précision, c'est trouver des biomarqueurs. Mais bien sûr, pour trouver des biomarqueurs, il faut faire des sous-groupes. Et pour faire des sous-groupes, il faut trouver des biomarqueurs. Alors on peut définir une médecine des systèmes qui sort un peu de ce cadre et dit « Nous voulons une approche holiste en prenant tous les paramètres à différentes échelles et des paramètres de différentes natures conçus de manière dynamique. » Donc, les méthodes computationnelles, comme on le voit en bas, peuvent créer, stocker un grand nombre de données à des échelles différentes, de sources très variées, de manière dynamique. Dans la médecine des systèmes, on considère l'ensemble des interactions et on oppose cela à la sémiologie épidémiologique qui s'intéresse aux signes pertinents sur des échantillons statistiques et à la biologie moléculaire qui s'intéresse principalement à l'analyse isolée des composants des systèmes. Et là, le mot-clé est le mot isolé, car dans la médecine des systèmes, c'est tout l'inverse, on étudie les interactions entre ces éléments. Une médecine des systèmes qui permet d'éviter une conception monocausale des maladies. De nombreux événements sont indispensables au déclenchement d'un trouble, en médecine en général, et du coup, la médecine des systèmes permet d'isoler des hubs interconnectés, c'est-à-dire certains points du réseau plus ou moins importants, qui sont empruntés à la fois à la clinique, aux sciences cognitives, aux neurosciences, à la génétique, à la biologie moléculaire, etc. Il est donc alors possible d'agir sur ces troncs, qui seraient appelés des drivers adaptatifs, avant que des branches plus périphériques d'un réseau de maladies ne soient atteintes, et plus la branche, plus la redondance fonctionnelle d'une maladie est élevée. L'exemple caractéristique en psychiatrie correspond au sujet à ultra haut risque de psychose, pour lequel il existe des questionnaires dont certains signes cliniques correspondent à des points de contrôle prévenant le déclenchement de la pathologie à venir. Mais surtout, est-elle souhaitable ? Est-ce qu'il faut individualiser le traitement? Jusqu'où? Est-ce que ça sert à quelque chose de centrer les systèmes de santé sur les patients? Qu'en est-il de la solidarité et des inégalités? Que devient le niveau populationnel, c'est-à-dire l'environnement, l'exposome? Et puis, ne vaut-il pas mieux envisager la santé que la maladie? Les défis de la médecine personnalisée sont donc à la fois éthiques, puisqu'ils mettent en question les solidarités et les inégalités d'accès à une médecine personnalisée,
Il s'agit aussi de défis en termes de responsabilisation des individus par rapport à leur santé. Et puis la prédiction individualisée pose la question de la compréhension et de la communication, du droit de ne pas savoir, et une question fondamentale, la médecine personnalisée améliore-t-elle vraiment la santé en général? Merci de votre attention.